Comme ça. Bonjour Patrick Jouot. Bonjour Vincent. C'est un grand plaisir de te retrouver, de te recevoir en tant qu'invité. Nous avions organisé il y a quelques années une formation à Saint-Malo sur l'ostéopathie et tu étais venu montrer tes techniques pédiatriques notamment. Et je te remercie d'avoir accepté cette invitation car depuis ce temps, on a chacun évolué dans notre domaine et toi dans un domaine très particulier qui m'intéresse au plus haut point. Donc le but de cet entretien, c'est de faire plus ample connaissance avec toi, de faire connaissance aussi avec l'ONG que tu as mis en place, et puis peut-être aussi faire connaissance avec les charges émotionnelles que tu as pu vivre, faire un focus sur la manière dont tu as pu les gérer ou les aborder, et puis savoir si tu avais des outils à ta disposition pour les gérer ou pas. Alors, je te présente, tu es docteur en médecine, diplômé en ostéopathie. Euh, Tu t'es consacré au début à la médecine d'urgence, puis tu as fait de la médecine générale avant de créer en 1990, un pôle de médecine ostéopathique à Limoges. Tu enseignes également l'ostéopathie depuis de nombreuses années. Ton enseignement comme tes traitements s'inspirent des travaux de Steele, Sutherland, Becker, de l'enseignement pratique et théorique de Nicet Sergeev, de Pierre Tricot et James Gelous. Cet enseignement est surtout orienté vers l'axe crânio-sacré. Tu as également un enseignement spécialisé en obstétrique et pédiatrie. Et puis, tu délivres à Bordeaux un enseignement complet dans la notion de dynamique du vivant en ostéopathie, dans la lignée de la philosophie de Steele. La pédagogie de ces cours est essentiellement pratique et ouvre l'esprit à la compréhension de la vie. Et il y a une transmission du savoir-faire, je crois, qui se conduit également dans le cadre de l'animation de l'ONG que tu as mis en place au Cambodge, qui s'appelle Tostéocam. J'ai vu qu'on pouvait te retrouver sur deux sites. J'ai trouvé deux sites. Il y a un site qui est www.patrickjouot.fr. Un autre site, je pense, qui est le site de l'ONG, qui est www.doctosteocam.org. Et puis, on peut te retrouver également sur Link. Est-ce que tu veux rajouter des choses à cette présentation ou j'étais assez complet? Écoute, je te remercie. C'est un beau résumé d'un parcours de vie. J'aimerais revenir sur certains aspects du passé parce qu'ils enracinent des éléments de la vie d'aujourd'hui qui sont importants. Ils enracinent des éléments de ma formation et de l'enseignement que je donne en ostéopathie. Et puis, c'est aussi un parcours de vie. Alors, en ce qui concerne ma formation initiale de médecin, la période pendant laquelle, à la fin de mes études, j'ai travaillé en urgence et surtout en réanimation médicale a été extrêmement marquante parce que ce sont des situations médicales extrêmes. Les services de réanimation médicale sont des lieux de passage entre la vie et la mort ou la mort et la vie. Et le souvenir que j'en ai ancré profondément en moi est que, en tant que praticien, en tant que thérapeute, nous sommes totalement incapables de guérir. Par contre, nous sommes des aidants à vivre. Et toute la technologie que j'ai découverte dans cette période de ma vie en réa m'a montré qu'elle était là, cette technologie, avec notre savoir-faire de médecins et de techniciens, pour aider le corps vivant à trouver son équilibre et puis à retrouver un chemin vers la vie et vers la santé. Et en fait, nous, praticiens, on ne fait pas grand-chose, si ce n'est donc aider. C'est le corps de nos patients qui agit et qui chemine vers la santé.
J'insiste sur cet aspect des choses parce que je l'ai ensuite retrouvé pratiquement tout le temps dans la pratique que j'ai eue ensuite dans un cabinet de médecine générale rurale. Et puis, c'est quelque chose que j'ai trouvé complètement en accord avec la philosophie de Andrew Taylor Still, qui est le fondateur de l'ostéopathie moderne, avec cette idée que le corps vivant est capable de s'auto-traiter, de trouver les énergies, les forces, la base à l'intérieur de lui pour retrouver un chemin vers la santé. Ça, c'était le premier point, je dirais, important dans mon parcours. Ensuite, oui, après la période de travail en médecine générale, j'ai créé un cabinet de médecine ostéopathique à Limoges. Les études d'ostéopathie que j'ai menées auparavant m'ont fait croiser quelqu'un d'important dans ma carrière, qui est Nicette Serguev, qui est une femme ostéopathe extraordinaire, extrêmement concrète, férue et précise en anatomie, qui référence toujours ce qu'elle dit et ce qu'elle écrit. Et je dois reconnaître que ça a été une mise en jambe, une mise en situation ostéopathique extrêmement importante. Bien sûr, comme tu l'as cité tout à l'heure, Steele, Becker, Sutherland ont été des lectures, ont été des rencontres par des lectures, mais Nicette a vraiment ancré quelque chose dans ma pratique et dans ma passion d'ostéopathe qui perdure encore aujourd'hui. Et ensuite, dans le temps qui a passé, j'ai croisé Pierre Tricot qui a rajouté sa patte, sa façon de faire, sa logique à lui, sa connaissance tissulaire et sa passion lui aussi. Et le troisième pilier de mon parcours, Jim Jealous, qui est en quelque sorte le concepteur de la biodynamie en ostéopathie, a été aussi un élément extrêmement important dans ce que je fais aujourd'hui. Et dans toute cette dynamique-là, tant Nicette que Pierre, que Jim, m'ont conforté, m'ont donné envie de transmettre, d'enseigner. De toute façon, j'ai toujours eu ce plaisir d'enseigner, cette envie de transmettre. J'étais à peine sorti des études médicales que j'ai eu l'occasion de donner des cours de sémiologie médicale et d'anatomie dans un institut à Limoges qui était, ça ne peut plus comme ça aujourd'hui, mais qui était un institut de formation pour des éducateurs spécialisés. Donc le plaisir de transmettre et l'envie de transmettre existe depuis toujours, je dirais. Et pendant ce parcours de soignant, j'ai beaucoup aimé la période où, après avoir théorisé des pratiques pédiatriques et obstétriques, j'ai eu la chance de pouvoir faire des séminaires et enseigner notamment l'ostéopathie pédiatrique, qui a été la période où nous avons pu nous croiser sur un séminaire où tu m'avais fait venir à Saint-Malo. À la suite de quoi les choses ont évolué, ont beaucoup évolué, je dirais, d'une part parce que la pratique ostéopathique induit un mouvement, induit des expériences, modifie l'approche du corps vivant, parce qu'il y a eu aussi cette expérience d'ONG dont on parlera dans quelques instants, qui m'a beaucoup enrichi, beaucoup apporté, et qui m'ont amené à considérer que le corps vivant sur lequel nous travaillons en tant qu'ostéopathe, mais dans lequel nous vivons en tant qu'être humain, le corps humain est essentiellement constitué d'eau, E-A-U, pas d'os, comme on dit ostéopathie, mais d'eau, E-A-U. Et les scientifiques aujourd'hui le reconnaissent. On sait pertinemment que 70% de notre poids de corps correspond à une masse hydrique. Et en même temps, en termes de quantité de molécules, 99% de nos molécules sont de l'eau et un seul % de nos molécules constituent la matière protéinique. Donc l'idée d'utiliser l'expérience que j'ai eue et les enseignements que j'ai eus en allant dans ce milieu hydrique m'a amené à m'intéresser à l'embryon.
Pourquoi l'embryon? Mais parce que dans la formation que j'ai suivie avec Jim Jealous, il y a un séminaire qui est consacré à l'embryologie de la face. Et l'embryologiste américaine qui nous avait fait le cours ce jour-là m'avait absolument fasciné parce que j'ai vraiment découvert l'embryologie qui n'a absolument rien à voir avec l'embryologie statique et contemplative que l'on apprend dans les universités ou dans les écoles. Là, c'était une embryologie dynamique. Je voyais je voyais le corps de l'embryon, je voyais le visage de l'embryon se construire et s'ouvrir en permanence. Et qui plus est, il y avait en même temps une espèce de concordance entre ce qui se mettait en place et ce qu'allait devenir le visage de l'embryon, le visage de l'adulte, avec toute la zone de capacité sensorielle qu'il y a dans cette extrémité céphalique du corps. Bref, cette rencontre entre cette notion d'eau, EAU, et puis cet enseignement d'embryologie m'a amené à me dire, mais oui, ben de toute façon, dans notre métier, on touche de la matière, on touche de la matière tissulaire, mais dans cette matière tissulaire, eh ben, l'essentiel, c'est une matière hydrique. Donc, le tissu eau, EAU, devient le plus important. Et j'ai donc développé une capacité à toucher le corps vivant en approche liquidienne et donc à apprendre à mes élèves à ouvrir, à conscientiser complètement cette approche liquidienne du corps vivant. Voilà comment dirais-je, les ajouts que je pourrais apporter à ta présentation. En termes de présence sur Internet, je crois que tu as tout dit, sauf que on va en reparler après. Bon, Doc Océocam, ce n'est pas moi, ce n'est pas que moi, c'est un groupe de praticiens et de praticiennes. Je suis présent sur Internet avec mon site, patrickjouot.fr, avec un autre qui s'appelle embryostéo.fr, puisque le terme embryostéo, je l'ai créé par rapport à cette approche diagnostique et thérapeutique, et également sur LinkedIn et sur Facebook. D'accord. Voilà. J'ai aussi un compte Twitter qui n'est pas très actif, je le reconnais, mais il est présent. On ne sait jamais, ça peut servir. Okay. En tout cas, merci pour toutes ces précisions et qui sont importantes, notamment sur la notion de l'eau, que l'approche du corps humain avec cette composante eau dont on ne parle pas suffisamment. Et c'est vrai qu'on est essentiellement constitué d'eau et qu'il est important d'en d'en prendre soin et de passer peut-être par là, effectivement. La première question dont j'aurais à te poser, c'est quel est le chemin quand on part d'un exercice de médecine d'urgence pour arriver à la direction d'une ONG au Cambodge? C'est un chemin avec des grands pas. C'est un chemin c'est une quête. C'est une quête. Si je vais chercher loin dans mon enfance, c'est un livre que je lis à peu près vers l'âge de 13 ans, 13-14 ans. C'est un livre qui raconte, qui relate la vie et le travail du docteur Albert Schweitzer. Et lorsque je lisais ce livre et lorsque je l'ai terminé, je me rappelle parfaitement, je referme ce livre et je me dis, c'est ça que je veux faire. Et c'est à ce moment-là que s'est ancrée cette idée de devenir médecin et d'aider et de faire de l'humanitaire en même temps. Alors voilà, c'est parti comme ça. Mes études de médecine ont suivi leur cours. Je suis passé par différents services, y compris donc l'AREA. J'ai travaillé en médecine. Les circonstances de la vie m'ont fait rencontrer l'ostéopathie. J'y ai mis un doigt, une main, un coup d'un bras et puis finalement le corps entier. Et la vie a suivi son petit bonhomme de chemin. Je suis un voyageur également. J'aime voyager, j'aime découvrir le monde. Et
je suis allé dans toutes les directions, mais bizarrement, mes directions préférentielles, mes lieux préférentiels, les endroits du monde où je me suis toujours senti bien et mieux qu'ailleurs, ont toujours été vers l'Orient. Et mes deux expériences de voyage les plus fortes, si je puis dire, se sont passées en Inde, d'une part, et en Asie du Sud-Est, et très précisément au Cambodge. Donc ce chemin vers l'Orient n'est pas celui du docteur Schweitzer, qui lui est allé en Afrique. Ouais. Mais je suis aussi allé en Afrique à une certaine époque, et sincèrement, j'avoue que oui, j'ai bien aimé ce voyage, j'ai bien aimé cette découverte, mais je n'ai pas senti que j'y avais ma place. La terre, l'ambiance du lieu, les énergies, on va dire, ne m'ont pas porté. Alors que vers l'Est, tant en Inde qu'au Cambodge, je me suis vraiment senti, je dirais presque chez moi, accueilli, bien sûr par les gens que j'ai rencontrés, mais accueilli par la terre sur laquelle j'ai posé mes pieds. Et dans ce chemin-là, on va peut-être raconter comment est née l'idée de l'ONG. Dans ce chemin-là, la rencontre avec le Cambodge, elle se fait pour moi, elle se fait en deux temps. La première rencontre se fait à Limoges, dans les années 75-78. J'étais encore étudiant en médecine. C'était une période de l'histoire, c'était une période noire de l'histoire du Cambodge, puisque c'est la période de la dictature et de la dictature de Pol Pot et du génocide qu'il a perpétré pendant ces 3 années. Et c'est une période où une part importante de la population cambodgienne est émigrée, et j'ai eu la chance de faire partie pendant un temps des locaux qui accueillaient ces migrants, et nous avions pour rôle de les loger, de les rapprocher avec leurs familles qui étaient dans d'autres régions de France, d'Europe ou à l'international. J'avais été complètement fasciné par le visage de ces gens, par leur sourire, par leur calme apparent, bien sûr, parce qu'ils étaient déchirés dans leur vie, mais quelque chose m'avait vraiment, vraiment touché. Voilà. À la suite de quoi, les circonstances de la vie, toujours, et la vie elle-même amènent à d'autres centres d'intérêt, d'autres priorités. Et c'est à peu près au début des années 2000 que je recroise à nouveau le Cambodge par l'intermédiaire d'un ami chirurgien, professeur Bernard Descott, à Limoges, qui me met en contact dans son service avec des chirurgiens du Vietnam et du Cambodge qui venaient faire des stages de perfectionnement chez lui, parce que Bernard travaillait en collaboration avec les hôpitaux de Hanoï et de Phnom Penh. Hanoï au Vietnam, Phnom Penh au Cambodge. Et par ce biais-là, j'ai beaucoup échangé avec un des chirurgiens cambodgiens qui était là, qui m'avait à l'époque raconté son histoire. Et quelques temps après, j'ai dit à mon ami et confrère Bernard, je lui ai dit, écoute, si tu penses que je peux être utile dans mon métier, dans mon savoir-faire, et si tu organises une action, une mission au Cambodge, je suis partant, je suis volontaire. Et c'est ainsi que, par le biais d'une petite association limousine qui s'appelait ALICA, Amitié Limousin-Cambodge, et sa présidente, Guylaine Froissart, a été mis en place une première action, une première mission au Cambodge, c'était en 2005, dont l'objet a été, bien sûr, en partenariat avec le ministère de la Santé cambodgienne et avec le ministère des Affaires étrangères au Cambodge. Donc, dont l'objet a été d'apporter de l'aide à un petit hôpital de province à 80 km à l'est de Phnom Penh, une petite ville qui s'appelle Prevang. Et dans cette petite ville, dans cet hôpital, pendant quelques années, nous y sommes allés régulièrement, à quelques médecins, personnel de santé et administratifs,
Et nous avons aidé cet hôpital à monter son niveau technique en y donnant des cours, en y faisant des consultations et en reformatant, si je puis dire, en retissant plus exactement un lien entre ces médecins de cette petite ville et puis les médecins de la ville de Phnom Penh. Il y avait comme une espèce de différence, comme une espèce d'éloignement entre ces deux villes et ces médecins. Et notre présence a permis de renouer des liens. Il faut reconnaître aussi qu'en 2005, la distance de 80 km entre la capitale Phnom Penh et cette petite ville de Préving se faisait en 6 heures de route. Donc, tu imagines le type de route et la façon dont ça pouvait fonctionner. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup évolué. En 2 heures, c'est fait. Donc, la route est goudronnée et ça va beaucoup mieux. Donc voilà, ce pays en 1993 est sorti de 30 ans de guerre, puisque 40 ans de guerre, pardon. La guerre au Cambodge a commencé en 1953, quand les Français se sont retirés et quand l'armée américaine a remplacé la France au Sud-Vietnam et a lutté contre les militaires Viet Minh du Vietnam du Nord. Et les deux protagonistes ont utilisé leurs voisins cambodgiens comme territoire au départ neutre pour pouvoir aller faire la guerre aux autres, vers le nord pour les Américains, vers le sud pour les Viet Minh. Bref, ce pays a vécu de l'horreur. Et ce que nous avons trouvé à l'époque en termes de situation était absolument dramatique. Pour revenir à mon parcours, au bout de quelques sessions d'aide, je suis médecin, mais je suis aussi, et j'étais complètement ostéopathe à temps plein. J'avais trouvé à l'époque que je touchais un peu mes limites techniques et de connaissances dans mon métier de médecin. Et j'avais dit à la présidente, écoute, maintenant, je vais laisser ma place à quelqu'un d'autre. Et puis voilà. Et c'est à ce moment-là qu'elle me dit, bah, écoute Patrick, non, regarde, il y a un orphelinat à 10 minutes à pied, là, on va aller voir, on va se présenter, et s'ils ont besoin d'aide, on peut peut-être compléter notre action de l'hôpital vers un orphelinat. Et effectivement, je suis rentré dans cet orphelinat et après l'avoir visité, j'ai proposé de traiter en ostéopathie et en médecine, enfin de faire un bilan médical, les 80 petits pensionnaires de cet orphelinat. Ça a été mon travail pendant une semaine. Et apparemment, les premiers résultats que j'ai pu avoir étaient favorables. Mais c'était un petit peu compliqué parce que je ne parle pas cambodgien et la directrice de cet orphelinat ne parlait pas ni anglais ni français, bien sûr. Et nous nous exprimions beaucoup par signes. Et de mon côté, par rapport aux soins qui étaient effectués avec les enfants, ben là aussi, on parlait par signes. Et puis, il fallait que je fasse confiance à mes mains, à mon ressenti dans mes mains. Néanmoins, j'ai pu obtenir, par le biais de traduction, de traducteurs, des informations intéressantes sur les effets des traitements que je faisais et que nous avons fait parce que un collègue et ami, Bruno Roudel, m'a rejoint à ce moment-là. Et les retours des enfants étaient assez étonnants, tant par rapport à leur façon de respirer, à des oppressions thoraciques et gastriques qui disparaissaient, par rapport au fait qu'ils étaient plus attentifs à l'école aussi, par rapport à leur sommeil, par rapport au fait que dans leurs rêves, ils rêvaient à nouveau ou ils rêvaient pour la première fois à leur papa ou à leur maman. Si tant est que l'année suivante, lorsque j'ai demandé s'il était utile que je revienne dans cet orphelinat, la réponse a été oui, immédiatement, tout de suite, bien sûr, tu reviens, etc. Et dans ces jours suivants, en travaillant avec ces enfants,
j'ai rencontré une de nos collègues cambodgiennes qui s'appelle Dr Sin Sotikun, qui était à l'époque médecin référent d'un ensemble d'orphelinats au Cambodge, sous la direction d'une ONG qui s'appelle Enfants d'Asie. Et Sotikun me regarde travailler, me demande bien sûr des explications sur ce qu'on fait, pour comment ça marche, etc. Et puis elle me dit, ah, bah, écoute, j'ai mal au dos, tu vas me soigner, et puis voilà. Donc je la soigne, et puis le séjour se termine, et je rentre en France. Et l'année d'après, lorsque j'ai écrit pour proposer à nouveau un nouveau traitement, un nouveau séjour, elle était en courrier joint à mon courrier et elle a répondu immédiatement, mais bien sûr, Patrick, aucun problème. Tu viens quand tu veux, tu restes tout le temps que tu veux, mais à partir de maintenant, quand tu viens, ben, je te suis tout le temps et tu m'apprends ce métier. C'est important, c'est un métier où on soigne avec les mains, on soulage les douleurs et dans notre pays, on en a besoin. Et elle ajoute, l'orphelinat de Prévingue, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Il faut maintenant que tu ailles voir. Et puis voilà, et elle me sort la liste des orphelinats qu'elle avait à visiter régulièrement. Et c'est à ce moment-là que l'idée de créer l'association Doc Ostéocam est arrivée, parce qu'il fallait, ce n'était plus un travail à une ou deux personnes, c'était un travail de groupe qu'il fallait mettre en place. Et là, nous sommes en 2013, autant que je me rappelle, 2012 ou 2013, et nous avons créé à trois Bruno Roudel, qui est un médecin ostéopathe à Clermont-Ferrand, Agnès Vanacker, qui est également médecin ostéopathe à Bordeaux. Nous avons créé l'association française Doc Ostéocam, qui est une association reconnue en France d'utilité publique, ce qui nous permet de recevoir des dons qui sont défiscalisables, je le dis au passage. Et cette association ayant une stature et des statuts officiels a commencé à travailler plus largement que nous l'avions fait au début. Nous nous sommes fait connaître dans le milieu ostéopathique français, d'abord auprès de nos proches, de nos amis, de nos connaissances, et puis ensuite plus largement, pour petit à petit arriver aujourd'hui en 2000, on va dire l'année dernière, 2020, enfin les dernières années, les 2-3 dernières années, à organiser 2 missions par an qui durent une quinzaine de jours chacune, au cours desquels nous effectuons 3000 traitements ostéopathiques, et qui regroupe à chaque fois 12 ou 13 praticiennes et praticiens ostéopathes en France, et quelques Belges qui commencent à nous rejoindre, un Québécois aussi qui nous a accompagnés, et puis d'autres qui doivent venir aussi d'autres pays européens. Bref, nous sommes devenus un groupe important en termes de quantité, puisque aujourd'hui nous émargeons à peu près une cinquantaine de bénévoles dans cette ONG. Et j'insiste sur ce mot bénévole parce que aussi bien Bruno, Agnès que moi, nous avons voulu garder cet esprit de don, d'aider et de donner depuis le début, parce que tous les praticiens qui viennent, bien, ils payent leur voyage, ils payent leur déplacement, et en même temps, ils ne sont pas dans leur cabinet, ils ne travaillent pas, donc il n'y a pas d'argent qui rentre, ils donnent de leur temps et ils donnent de leurs énergies. Alors nous donnons, oui, mais nous recevons beaucoup. Et je crois, et je peux le dire, je le témoigne vraiment, que nous recevons beaucoup plus que ce que nous donnons. Et depuis 2005, où je vais au moins une fois par an, et je dirais 3 fois par an depuis les dernières années, il n'y a jamais eu de voyage neutre. Il y a toujours eu un apprentissage de quelque chose. Voilà pour cette notion d'ONG. Alors, plus précisément, le titre d'ONG, organisation non gouvernementale, est devenu un titre d'ONG internationale au Cambodge, parce qu'à un certain moment de notre croissance, il a fallu que nous ayons une reconnaissance officielle dans ce pays, parce qu'il était important de travailler en partenariat avec les autorités cambodgiennes.
Et donc, nous avons monté des dossiers pour signer des conventions avec le ministère de la Santé cambodgien et avec le ministère des Affaires étrangères cambodgiennes, ce qui nous a permis d'exister au Cambodge en tant qu'ONG internationale. Donc, nous avions l'association en France et cette même association qui agissait en tant que support pour les bénévoles et en tant que partenariat pour les centres où nous allons travailler avec une présence officielle au Cambodge. Cela nous a permis localement d'embaucher un assistant manager cambodgien, Siem Danit, qui a un gros avantage, c'est qu'il parle khmer, bien évidemment, mais il parle aussi français et anglais. Et puis, c'est un homme extraordinaire parce qu'il nous débrouille tout, il prépare toutes les missions, il nous débrouille tous les transports et il connaît beaucoup de monde. Et par ce biais-là, on a pu élargir notre action au-delà des orphelinats, d'autant qu'il y a de moins en moins d'orphelinats maintenant dans ce pays qui émerge de la pauvreté vers quelque chose de plus décent. Et nous travaillons beaucoup dans des centres d'enfants à la journée, des centres d'accueil d'enfants à la journée, que ce soit pour de l'éducation, pour de la nourriture, pour des vêtements, donc avec des enfants issus de bidonvilles, issus de la misère, issus de la pauvreté. Nous travaillons dans des centres d'enfants à lourd handicap, qu'ils soient moteurs, parce qu'il y a encore beaucoup d'infirmités motrices cérébrales lourdes là-bas, qu'ils soient mentaux. Nous travaillons avec des enfants qui souffrent de troubles de la sphère autistique, notamment dans une école. Nous travaillons auprès d'enfants qui ont des troubles neurosensoriels, notamment surdité, voire cécité pour certains. Et puis, nous travaillons dans chacun de ces centres avec les adultes encadrants qui sont heureux, ravis de nous voir parce qu'on les soulage et puis parce qu'ils sont aussi heureux et ravis de nous confier aussi leur famille. Et nous travaillons certes à Phnom Penh, à la capitale, mais nous allons aussi en province, essentiellement vers le nord, Battambang et Siem Reap, et puis vers l'ouest, vers la province de Sihanoukville. Ça, c'est pour la partie développement des soins que nous avons monté, que nous avons mis en place, enfin, ou qui s'est mis en place progressivement. Mais il y a comme un refrain qui est présent dans ma tête depuis le début, et je pense que tu l'as entendu, c'est cette notion de transmission, d'enseignement qui m'anime beaucoup. C'est une des questions qui est à venir, c'est que tu délivres du soin, mais du coup, la transmission me paraît assez évidente et dans tes propos, en fait, ça me paraît évident. Du coup, je me demandais si tu avais mis en place un enseignement pour que les soins puissent se poursuivre une fois que vous avez fini vos missions, avant que vous reveniez, et que les gens sur place puissent poursuivre les traitements, les prises en charge. Donc, j'imagine que tu as dû mettre quelque chose en place. Le quelque chose, il s'est semé dès le début, puisque je t'ai raconté l'histoire de Sotikun qui d'emblée me dit je te suis et tu m'apprends. C'est vrai que Sotikun est devenue la première ostéopathe cambodgienne, puisque depuis que nous y allons, à chaque fois, elle nous accompagne, elle apprend et elle apprend de chacun et chacune d'entre nous notre façon de faire. Et il est vrai que très très vite, le refrain qui m'est venu et que j'ai restitué à tout le monde autour de moi, c'est que faire c'est bien, apprendre à faire c'est mieux. Ce qui fait que ce qui devait arriver est arrivé, ce sont des rencontres. On va dire par hasard, si ce mot peut être appliqué, mais avec son sens caché. Les synchronicités de la vie. On fait qu'un jour, je rencontre Madame le professeur Langsim, qui était à l'époque chef de service de maternité à l'hôpital Calmette à Phnom Penh. L'hôpital Calmette c'est le grand hôpital ou un des grands hôpitaux de Phnom Penh. Et Madame Sim me dit, mais Patrick, je sais ce que c'est l'ostéopathie, j'en ai entendu parler dans des congrès internationaux, et ce que vous faites et cette action-là m'intéresse, venez me voir dans mon service. Donc je l'ai accompagnée dans son service et j'ai fait la visite avec elle.
quelques consultations et elle me disait ben là, vous feriez quoi? Là, ce bébé est en siège. Est-ce que vous pensez qu'on peut le retourner avec l'ostéopathie? Là, cette dame, elle a mal au dos. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Là, ce bébé, il est né comme ceci. Regardez, là, là, là. Est-ce qu'on peut faire, etc. Et je lui disais, oui, oui, on peut. Oui. Elle me disait, ben, allez-y, faites. Et donc, j'ai eu la chance avec elle tout de suite de lui montrer ce que nous faisons en ostéopathie, avec les femmes enceintes, avec les fœtus qui sont en présentation dystocique, avec les bébés qui viennent de naître et qui souffrent ou qui ont souffert. Bref, je lui montre ce savoir-faire et elle, elle est elle aussi, comme Sotikun l'avait été, elle est très intéressée. Et elle me propose de venir une semaine dans son service pour apprendre à son personnel soignant, les sages-femmes et les obstétriciens, des techniques pour les femmes enceintes dans un premier temps et puis peut-être pour les bébés après. Et donc, je passe 5 jours dans son service avec un groupe de 15 personnes et nous avons travaillé une semaine à la consultation. Alors, je l'ai fait simple, je leur ai dit, écoutez, pour la première fois, on va choisir des femmes enceintes qui ont mal au dos et je vous montre comment on peut les soulager et éventuellement, s'il y a lieu, comment le bébé peut se retourner lorsqu'on fait un travail simple en ostéopathie. En fait, mon plus gros travail avec elles a été de modifier leur toucher. Le toucher de la sage-femme, comme le toucher de l'obstétricien, comme le toucher du médecin au départ, c'est un toucher particulier. Le toucher de l'ostéopathe est complètement différent, je ne te l'apprends pas, Vincent. Et donc, une fois que la modification du toucher a été enclenchée, elles ont tout de suite compris un geste simple, une façon simple de faire. Et elles ont eu des résultats, même quand je suis parti. Elles ont continué à écrire des observations, à tenir un cahier. Et elles avaient des résultats assez bluffants sur le soulagement des célombalgies des femmes enceintes. Les obstétriciennes qui étaient là ont bien sûr testé toute cette façon de faire sur les dystocies et elles ont elles aussi des résultats intéressants sur ces bébés qui se présentent de travers, avec une statistique de diminution de césarienne dans leur service. Donc bref, ça leur a beaucoup plu. Ce qui fait qu'au bout d'un an, je dirais, ou de 2 formations comme ça, Madame Sim un jour me prend par le bras et puis elle me dit, écoutez Patrick, ce que vous faites là c'est intéressant, c'est bien, mais je dois vous avouer qu'on l'a fait un peu clandestinement dans mon service et maintenant j'aimerais que nous en parlions au directeur de l'hôpital. Et donc j'ai pris rendez-vous avec lui, vous m'accompagnez, on va lui expliquer ce qu'on fait et ce que c'est. Et donc nous voilà partis avec le grand DJ de l'hôpital. Qui est un homme charmant, qui m'écoute, qui comprend. C'est un médecin aussi. Hein. Tout le personnel administratif des hôpitaux au Cambodge est occupé par des médecins. Et qui, avec son associé, son adjoint, pardon, est lui aussi intéressé par cette façon de faire. Il fait des rapprochements avec la médecine chinoise, avec la kinésithérapie. Alors, je me démarque, je lui explique exactement les différences. Et il me dit, écoutez, oui, on peut faire une convention et puis vous faites vous me donnez un programme d'enseignement sur 3 ans, un peu comme un DU en France. Ce qui m'intéresse, c'est que vous formiez du personnel qui soit capable ensuite de devenir eux-mêmes formateurs. Bon, je lui dis, oui, oui, pas de problème. Moi, j'ai toujours dit oui, c'est en disant oui que ça avance. Donc, on sait bien qu'on se lance dans une aventure un peu compliqué, à risque, mais on y va. Et donc, c'est comme ça que pendant 3 ans, jusqu'à l'année dernière, donc un groupe d'une 12-15 personnes à peu près, des sages-femmes, infirmières, 3 kinésithérapeutes et puis des obstétriciens ont participé à cette formation en ostéo. Basique, certes, mais intéressante pour elles et pour eux, au point que oui, ils ont une façon de faire, une gestuelle simple, ils savent régler un certain nombre de problèmes. Et nous avions l'objectif de diplômer
ces gens-là, fin 2020, et ben, tu n'es pas sans ignorer que les circonstances liées à l'épidémie du SARS-CoV empêchent tout voyage international et compliquent énormément la vie de communication, ce qui fait que pour l'instant, nous sommes en stand-by et nous entretenons la transmission, les cours avec des révisions en visioconférence qui permettent d'entretenir les connaissances et de faire patienter parce que normalement, ben, dans le courant de l'année, devrait avoir lieu cet examen avec, si pas un diplôme, au moins un certificat, qui est important pour elles et pour eux, qui est important pour nous parce qu'il va y avoir, comme il y a eu la convention avec cet hôpital Calmette, il va y avoir un caractère officiel à la création de cette certification et donc à la suite de quoi on pourra s'appuyer dessus pour aller un petit peu plus loin. J'ajoute que dans le même laps de temps, grâce à Madame Sim aussi, j'ai pu pénétrer l'université. Et en allant à l'université, j'ai pu commencer à donner quelques cours, on va dire d'information plutôt que des vrais cours d'ostéo auprès d'étudiants en médecine. Mais c'est toujours pareil, c'est intéressant de semer des graines, Ouais. parce qu'un jour, il peut y en avoir quelques-unes, ou au moins une qui vraiment germe et qui deviennent un bel arbre. Et en même temps également, on a une convention avec Phare Circus, qui est Phare Circus, c'est la troupe du cirque du Cambodge, c'est une troupe de professionnels. Et par le biais des rencontres, on avait eu l'occasion de soigner tous les étudiants circassiens. Et nous leur avons proposé de former leurs 2 kinés à l'ostéopathie, ce que nous faisons également au Cambodge avec Olivier Cazenave et Raymond Lopez, ainsi que Bruno Roudel, qui est toujours là, pour aider à la formation de ces 2 kinés. Voilà. Et à Calmette, à Phnom Penh, si je suis le seul intervenant à l'université, à l'hôpital Calmette, j'ai pu faire venir d'autres intervenants, ce qui a permis de varier les approches ostéopathiques. Voilà. Donc l'avenir se met en place parce que c'est bien ça, à un certain moment, c'est pouvoir laisser la place à des mains cambodgiennes. Ce que j'espère, c'est que dans le groupe de futurs diplômés de l'hôpital Calmette, il puisse y avoir des enseignants qui, de façon basique, reprennent aussi un enseignement simple, pendant que nous, on puisse continuer à enseigner sous forme de perfectionnement. En termes de transmission, pour l'instant, au niveau des connaissances ostéopathiques, ça se limite à ce que je viens d'expliquer. Par contre, quelque chose d'important s'est passé l'année dernière, à savoir que j'ai expliqué précédemment que Doc Ostéocam avait un statut d'ONG international au Cambodge. Et du fait de l'évolution entre la quantité de soins que nous exerçons et la transmission qui est en train de se faire et les projets que nous avons décidé de ne pas renouveler notre statut d'ONG international au Cambodge, ce qui fait que Doc Ostéocam est redevenu une ONG française. Et nous avons suscité la création d'une ONG d'ostéopathes cambodgienne, donc qui n'a pas le statut d'international, qui est une ONG locale dont la présidente est la nouvelle chef de service de maternité de l'hôpital Calmette, avec un conseil d'administration quasiment uniquement cambodgien. Je suis le seul représentant étranger en tant que vice-président et conseiller. Donc je fais le lien entre cette organisation qui s'appelle Ostéopathes pour le Cambodge, OPC, donc cette organisation, et Doc Ostéocam, qui devient ainsi association fondatrice de l'ONG Ostéopathes pour le Cambodge. Voilà l'aventure telle qu'on peut la décrire, la raconter en quelques mots, la jalonner, et puis telle qu'elle peut se dessiner. Alors, en parlant, je me rends compte que j'ai été très factuel dans les faits, dans les histoires, et que tu m'as posé au début une question par rapport aux émotions à gérer.
Est-ce bien ça dont on Est-ce va que parler? j'imagine que tous ces voyages, tous ces parcours que tu as pu faire au Cambodge ne t'ont pas laissé indifférent et qu'à chaque fois il y a dû y avoir, il a pu se passer des choses et qu'au niveau émotion ça pouvait être parfois compliqué, et puis de peut-être de retrouver d'une fois sur l'autre des gens qui ont progressé, et au niveau émotionnel, ils pouvaient également se trouver euh, des émotions de retrouvailles et de voir les gens avoir progressé. J'imagine qu'on est sensible à tout ça et que ça a dû un peu transformer ta vision des choses, ta vision de la vie, et peut-être transformer de par leur culture, euh, transformer quelque chose dans ta vie ici, présent, en France. C'est toujours très émouvant de, de faire un traitement et de voir que l'enfant va mieux. C'est très émouvant de vivre certaines histoires avec certains enfants qui sortent d'un état léthargique, quasi spastique, et de les retrouver au bout de 3 ou 4 traitements et quelques années, de les retrouver en train de communiquer, presque de gambader dans une cour, même à l'aide d'un déambulateur. Tout ça, c'est toujours très touchant. C'est toujours émouvant de voir et de sentir des regards ou des enfants qui se jettent dans tes bras quand tu reviens là-bas. D'avoir cette reconnaissance. C'est émouvant de voir nos collègues cambodgiens aimer ce métier, progresser, avoir envie d'eux et suivre cette ligne-là. Voilà. Après, l'émotion, elle est propre à chacun, elle est différente pour un tel, et pour moi, certains, ils sont plus sensibles, certaines émotions touchent plus que d'autres. Après tout, ne pas les refuser, je dirais, en l'occurrence, ce sont des émotions joyeuses, ce sont des émotions de plaisir, ce sont aussi des émotions de souffrance parce que ça devient dramatique dans certains lieux, dans certaines situations, et c'est extrêmement, comment dirais-je, c'est extrêmement frustrant. Ça rend malheureux de voir des enfants qui, par exemple, ont une anomalie cardiaque, un souffle au cœur lié à des atteintes de valves et qui en même temps ont des caries dentaires dans tous les sens et quasiment sur toutes les dents, et que de toute façon, on n'arrivera à pas grand-chose pour eux, et que la seule chose qu'ils puissent avoir, c'est une greffe cardiaque à 25 ou 30 ans, et vu le pays où ils sont, ils ne l'auront pas. C'est dramatique de toucher des enfants qui sont dans la malnutrition. Il ne faut pas se leurrer, ces enfants qui sont dans des bidonvilles ou d'enfants de la misère sont des enfants qui ne mangent pas à leur faim, donc ils ne se développent pas, et physiquement et intellectuellement comme ils pourraient le faire. Et quelque part, nos mains nous disent cela. Et je passe sur tout ce que l'on appelle les expériences d'adversité de l'enfance, les maltraitements, outre les malnutritions, tout ce qui est maltraitance et tout ce qui est lié aux perversions de drogue et d'alcoolisme de la vie des adultes qui tournent autour de ces enfants. Ça, c'est le côté difficile, le côté émotion. Ça, c'est une chose. Mais ce ne sont que des émotions. Mm. Et point, voilà. Et on grandit avec nos émotions. Et quelque part, on en a besoin. Et puis, elles nous nourrissent et elles nous apprennent toujours quelque chose sur nous. Oui, ça, c'est important. En même temps, j'ai la chance dans ce parcours d'aller dans ce pays régulièrement et plusieurs fois par an. Et j'ai la chance d'y avoir des connaissances, des amis. Et grâce à ces connaissances, euh, j'ai pu connaître un peu mieux les traditions, les croyances, la façon de faire traditionnelle des gens de ce pays.
la façon qu'ils ont de garder des traditions à la fois animistes, brahmanistes, et d'y rajouter le bouddhisme et de faire un mélange de superstitions avec tout ça. La façon dont ils envisagent la vie avec un respect de leurs anciens, qui fait que, par exemple, ils fêtent systématiquement tous les ans l'anniversaire de la mort du papa, de la maman, du grand-père, de la grand-mère, etc., etc. Et comme si les ancêtres étaient présents tout le temps dans la vie d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, rien ne se fait dans la tradition cambodgienne sans que l'on demande l'avis d'autorité, oui, l'avis du bonze, bien évidemment, l'avis du chef de famille, oui, mais aussi l'avis des ancêtres. Et ça fait partie de la vie. En quelque sorte, les rencontres que j'ai pu avoir là-bas m'ont fait toucher cette spiritualité animiste, brahmanique, bouddhiste, m'ont fait toucher aussi le chamanisme et m'ont amené à des sensations intérieures et à des découvertes que je connaissais un petit peu parce que j'ai toujours été intéressé par ce monde spirituel et j'ai toujours cheminé dans cette quête spirituelle. Et là, je dois dire que quelque part, quelque chose s'est passé de façon assez profonde à l'intérieur de moi. Ça n'a pas modifié mes croyances, ma façon de faire, mais par contre, ça a modifié l'ouverture de mon être. Ça a modifié la façon dont je suis capable de parler, la façon dont je suis capable de m'ouvrir aux autres, la façon dont je suis capable de me livrer et la façon dont j'ai pris conscience que aider, donner, être solidaire faisait partie intégrante de la vie de l'être humain. D'accord. Donc une modification, une imprégnation un peu de la culture, de leur culture, parce que j'imagine que quand tu reviens en France, il y a je sais pas si on peut parler de bouffe, mais il y a un, un décalage important. Est-ce que tu as besoin d'un sas pour revenir à la vie occidentale ou comment tu le gères? Ah non, tout va bien, il n'y a aucune gestion, c'est la vie continue dans un sens comme dans l'autre. Là, personnellement, et même les autres, hein, nos collègues, nous allons là-bas, nous soignons, nous donnons des traitements ostéopathiques à des enfants et des adultes exactement comme nous faisons dans nos cabinets en France. Donc, en termes de professionnalisme, c'est juste une continuité de ce que nous faisons, tant pour les soins que pour l'enseignement. Et à titre personnel, non, c'est la vie continue. Que je sois ici ou là-bas, je reste le même. Et je n'ai pas besoin de sas de sécurité du tout ou de changement. Je reste Patrick. C'est une continuité Complètement, complètement. Très bien. Alors, quand je t'entends, on a l'impression que tout a été facile, mais j'imagine qu'il y a dû y avoir pas mal de freins ou au développement, des freins qui pouvaient être peut-être extérieurs ou intérieurs. Est-ce que c'était présent ou c'était générateur d'émotions inconfortables? Et est-ce que t'as dû faire face à ces difficultés-là? Bien évidemment, mais il s'agissait, et il va s'agir, puisque l'aventure n'est pas terminée, de ne rien forcer. Dans l'enseignement que je donne, il y a un séminaire qui s'intitule « Le neutre et l'attention ». Et le fait de se neutraliser au niveau émotionnel, d'être toujours centré et au neutre, fait que il y a une acceptation de ce qui se passe, de ce qui va se passer, et que lorsqu'il y a un obstacle, ce n'est pas un obstacle. C'est un moyen de comprendre quelque chose, que ce soit à l'intérieur de moi ou que ce soit dans ce que j'ai fait, qui n'est peut-être pas tout à fait juste et qu'il va falloir juste modifier pour continuer d'avancer. C'est un apprentissage où ce n'est pas moi, Patrick Jouot, qui va faire,
qui va créer quelque chose. C'est parce que je suis partie prenante dans l'aventure, dans le courant de cette aventure, on se laisse porter par tout ça. Et les choses se font au moment où elles doivent se faire et comme elles doivent se faire. Oui, bien sûr, plein de fois dans ma tête, je me suis dit, tiens, tel jour, ça va être là. Ça, ce dossier, il va aboutir, tac, tac, tac. Jamais ça n'a marché comme prévu. Donc, ok, je lâche, j'attends. À un moment, on comprend quelque chose. À un moment, on se recentre. À un moment, quelque part, le vent tourne. Je parle un navigateur. Le vent tourne et on continue son chemin. Pas forcément dans la ligne droite, là où on veut aller, mais parfois, il faut peut-être prendre une petite ligne oblique et ensuite, la ligne va nous ramener là où on veut aller. Ok, ça parle tout à fait, Timothée. Le rapport, du coup, le rapport de temps change complètement, puisque l'obstacle n'est pas un obstacle, mais un moyen de parvenir à quelque chose. Pour toi, ça a changé quelque chose, ce changement de rapport par rapport au temps? Alors, je dirais que ça m'a permis d'être complètement conscient que la notion de temps linéaire que nous avons, enfin que j'avais, est une notion réductrice et quelque part fausse. Qu'il existe un temps qui n'est pas linéaire, qui est un petit peu au-delà ou en deçà de nos perceptions habituelles, qui est de l'ordre d'un temps stabilisé ou d'un temps d'éternité. Ça rejoint ce que la physique quantique décrit aujourd'hui en termes de temporalité, où il est décrit que le temps n'existe pas en termes de déroulement linéaire, mais qu'il y a une espèce d'énergie au niveau du présent qui reçoit des informations du passé en même temps qu'elle reçoit des informations du futur. Et la vie présente, elle est faite de cet assemblage passé plus futur. J'ai eu cette prise de conscience-là, de façon très précise. D'accord. Si quelqu'un veut t'accompagner dans cette aventure, comment il fait? Il contacte l'association, il contacte. Ah, mais avec grand plaisir. Oui, il faut nous écrire. Sur le site de l'ONG, docosteocam.org, il y a une page contact et il faut nous faire un petit mot. Et puis, une fois que le contact est établi, on discute et on établit les modalités, bien évidemment. Très bien. Le temps passe très vite, on a encore beaucoup de choses à voir et ça vaudrait le coup de faire une deuxième interview. Pour aller plus loin, est-ce que tu as un rêve actuellement? J'en ai. Est-ce que j'ai un rêve? Là, au jour d'aujourd'hui, Ouais. je rêve de revenir au Cambodge parce que j'avoue sincèrement qu'il y a une grosse frustration d'avoir interrompu cette action depuis le mois de mars 2020, qui a été notre dernière mission, de ne pas avoir pu aboutir à la fin de cet enseignement dont je parlais tout à l'heure. Et quand je vois cette absence se prolonger, je sens cette frustration, et il n'y a pas que la mienne, il y a celle des autres membres de l'équipe. Et oui, je rêve d'y revenir cette année. Voilà. Très bien. On arrive à la fin on s'était fixé une heure à peu près, on y arrive à la fin. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose ou faire passer un message particulier? En tout cas, je te remercie, ça a été très clair et très précis sur le déroulement et comment ces soins et cet enseignement s'est développé au Cambodge, et c'est ce qui m'intéressait. Est-ce que tu voudrais faire passer un message particulier? D'abord, je te remercie de m'avoir convié à cette interview qui est très enrichissante pour moi parce que
c'est toujours bien de faire le point et justement, comme je viens de le suggérer, de faire le point sur le passé et sur le futur en même temps. Et non, je n'ai pas de conclusion particulière. J'ai la sensation qu'à travers tout ce que tout ce que nous avons dit et échangé, euh, il y a ce sentiment d'envie d'aider et d'amour de l'autre qui est passé, et ça me plaît bien de rester là-dessus. D'accord, très bien. Ben, merci beaucoup. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que tu m'as donné envie de venir et de t'accompagner un de ces jours. Avec plaisir. On pourra en reparler. En tout Avec cas, je plaisir, te Vincent. remercie beaucoup pour le temps que tu m'as accordé et pour cet échange qui est très riche en enseignements. J'espère que l'ensemble de la petite communauté qui me suit trouvera autant de richesses et seront peut-être amenés à faire pourquoi pas des dons à cette association pour l'aider. Merci de ta générosité, merci pour ces échanges. Je te souhaite une belle journée et puis de pouvoir retourner cette année au Cambodge. À très bientôt. Merci Vincent. À bientôt.